Indice de réparabilité, coût de com ou réelle avancée. Gaël Nicole. Pour lutter contre l'obsolescence programmée, un indice de réparabilité devra être affiché sur tous les produits électroniques et électroménagers à partir du 1er janvier 2020. De quoi forcer les fabricants à mieux les concevoir, pas si sûr, c'est l'une des mesures phares de la feuille de route pour une économie circulaire, présentée par le ministère de la Transition écologique et solidaire le 23 avril dernier, l'indice de réparabilité. Une équipe, dont fait partie l'association Halte à l'obsolescence programmée, HOP, est chargée de mettre au point cet indice. Laetitia Vasseur, cofondatrice, nous explique sur quelle base il se construit. L'idée c'est qu'on puisse avec des informations sur est-ce qu'un produit est démontable, est-ce que les pièces détachées sont disponibles, est-ce qu'elles sont standards, est-ce qu'il y a une notice qui permet de démonter, réparer, entretenir, etc. Calculé selon 10 critères, eux-mêmes en cours d'élaboration, cet indice doit permettre de lutter contre l'obsolescence programmée, en diminuant la consommation de matières premières et en réduisant son impact environnemental, comme l'a annoncé la secrétaire d'État Brune Poirson mardi 3 juillet lors d'une visite du labo Fnac à Massy, Essonne. Il ne faut pas faire de la com pour faire de la com, et il ne faut pas que ça se concentre sur la réparabilité, estime néanmoins Laetitia Vasseur. Son association, en pointe sur le sujet, a porté plainte, pour la première fois en France, pour délit d'obsolescence programmée, contre les géants HP, Canon, Brother et Epson. Même si, ça va dans le bon sens, cela reste la solution de facilité. La réparabilité ne donne pas d'informations sur la durée de vie des logiciels, la robustesse. Ce que l'on veut, ce sont des produits qui ne tombent pas en panne trop vite, argumente-t-elle. À travers cette mesure, la seule obligation, c'est d'informer. Mais si les fabricants se retrouvent mal placés avec cet indice, par jeu de concurrence, ils vont certainement vouloir s'améliorer, explique la cofondatrice. Mais rien ne les y contraint pour l'instant. En attendant, associations de consommateurs, environnementales et toutes les fédérations, distributeurs, commerçants, fabricants, réparateurs, vont devoir s'entendre sur les critères, mais il ne faudrait pas que la voix des fabricants soit prépondérante, car une récente étude montre que certains fabricants ont tendance, par des combinels aussi discutables, à orienter le client vers le SAV officiel. La plateforme iFixit, qui montre comment réparer les appareils électroniques sur Internet, a constaté que, pour nombre d'appareils, les techniques de fabrication et d'assemblage démontrent un usage intensif de colle, de soudure, ou de cache coupant l'accès aux pièces défectueuses. La chose rend souvent impossible une réparation classique, contraignant les usagers à se tourner vers le SAV officiel, solution souvent onéreuse. iFixit a d'ailleurs développé son propre indice de réparabilité, par le particulier. Il faut qu'il y ait une information très claire, voire une pondération de la note, en fonction de si c'est réparable par tous, ou s'il faut impérativement repasser par la case fabricant. Une chose est sûre, c'est qu'en cas d'obsolescence indirecte, c'est-à-dire quand un produit est fonctionnel, mais devient obsolète parce que l'un de ces produits associés n'est plus disponible sur le marché, le client en sera informé. Si tout est fait pour que la pièce d'usure tombe en panne et qu'on ne puisse plus la réparer dans 2 ou 3 ans, c'est de l'obsolescence indirecte et cela mettra en lumière ce type de pratique.